Voilà, avant qu'on ne lance, je vais juste rappeler rapidement que Connect Aînés, c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouvelles Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors aujourd'hui, nous sommes encore avec Alexandre Chartier pour parler d'une brave dame qui a fait honneur à la Saskatchewan et, et en étant première brevetée enseignante. Aujourd'hui encore, on parle beaucoup d'elle, même si c'est dans les livres. Je vais laisser le soin à Alexandre Chartier de nous parler davantage de qui est Onésime Dorval. Bonsoir Alexandre et bienvenue encore. Allô, merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Je pense que je vous ai tous vus la dernière fois, là. Peut-être Lucie, je suis pas sûr que tu étais là la dernière fois, mais la dernière fois, on avait parlé de Jean-Louis Légaré. On va rester un petit peu dans la même époque, euh, peut-être un peu plus élargi parce que Onésime Dorval a vécu beaucoup plus longtemps quand même que Jean-Louis Légaré. Et on est dans un autre domaine complètement différent. On parle aussi d'une personne qui est originaire du Québec, mais qui est décédée en Saskatchewan, à Duck Lake, à Rollston exactement, et enterrée à Duck Lake, mais qui a travaillé dans l'enseignement, et c'est une personne aussi qui était très pieuse. Alors, je vais vous partager à l'écran. La dernière fois, j'étais un peu mêlé avec les images. Fait que là, j'ai réussi à trouver des images d'archives pour le bonheur de tout le monde. Bon. Fait que du coup, il y a des images qui vont apparaître avec ma face à côté. Comme ça vous donnera un peu d'idée, là. Ça vous illustrera un petit peu le discours. Je me suis aussi amusé à retracer, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai pris une map là, et j'ai refait le parcours parce que c'est ça aussi que je trouvais ça intéressant avec Onésime, c'est que on a accès à ses mémoires qui sont conservées aux archives provinciales de l'Alberta. Et l'ancien archiviste francophone de l'Alberta m'avait fait des copies de son mémoire, de son manuscrit de mémoire avec les lettres l'accompagnant, tout ça, et aussi la transcription parce que c'est pas évident à lire, c'est tout écrit à la main, donc ça me facilite la vie. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment elle qui a écrit ses messages, ses mémoires, ses propres mémoires, et elle les a écrits en 1929. Elle a même signé le 31 mai 1929 et elle envoyait ça aux Oblats. C'est les Oblats qui lui demandaient de raconter en quelque sorte les événements de sa vie depuis qu'elle était partie de Montréal en train. Donc c'est ça. Pourquoi j'ai choisi Onésime, j'étais très intrigué par ce personnage. Ce personnage, l'aspect. Elle a une très grande résilience. Elle a peur de rien. C'est assez impressionnant quand on va en parler là de ses actions. C'est une personne très pieuse. Elle voulait elle voulait devenir sœur dans le fond, sœur de la Sainte-Croix précisément, et elle n'a pas pu. Et c'est une personne qui était reconnue comme très juste, mais très ferme dans le travail. Et étonnamment, quand on a commencé à travailler, à mettre en avant ce personnage au niveau des expositions, on a eu beaucoup de personnes qui nous sont revenues sur plusieurs personnages qu'on mettait avant, dont Onésime Dorval, où certains me disaient que leurs parents avaient connu Onésime ou que Laurier, d'ailleurs son grand-père, avait connu Onésime, et d'autres, lors d'expositions, nous parlaient d'elle. Et j'étais aussi intrigué par une personne qui, à la fin, de ses funérailles, avait des centaines de personnes réunies et elle a attiré énormément de monde de toutes communautés, que ce soit les communautés autochtones, métis, francophones et anglophones. Et là, j'étais très intrigué par ce personnage-là, d'être arrivé à ce point à avoir à être peut-être pas admiré, mais à être respecté de tout ce monde-là. Alors, du coup, j'ai creusé. Et en creusant, dans le fond, j'ai découvert pas mal de petites choses intéressantes, dont les archives. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire un petit peu différent de la dernière fois. Je vais vous lire carrément des passages de ce qu'elle a écrit, parce que c'est le fun carrément de plonger directement dans ce qu'elle a dit, parce qu'il y a des fois, c'est très cocasse et amusant, en fait. So, Onésime, elle est née le 3 août 1845. Elle est née à Saint-Scholastique à Québec. C'est maintenant ce qu'on appellerait Mirabel, juste au nord de Montréal, en direction d'Ottawa. Sa mère s'appelait Esther Brunette et son père Inès Dorval. Son père était charpentier, ils avaient une ferme. C'est pas une grande famille très aisée.
Elle déménage rapidement à Saint-Jérôme, qui est comme à une trentaine de kilomètres au nord. C'est vraiment très proche. Donc, elle reste vraiment dans la région des Laurentides et elle grandit ici rapidement. À 10 ans, elle continue encore à Sainte-Scolastique parce que là, à ce moment-là, il y avait un couvent, le couvent des Sœurs de la Sainte-Croix qui était présent. Et c'est un peu ça qui va modeler un petit peu son tempérament au niveau de la piété, parce qu'elle va vouloir rentrer aux Sœurs de la Sainte-Croix. C'est dans le fond les œuvres, les œuvres des Sœurs de la Sainte-Croix la définissent assez bien au final, quand on regardera ça. Euh, Ensuite, ben, ce que je voulais dire, d'abord, les œuvres de la Sainte-Croix sont engagées au niveau des paroisses, des œuvres pastorales pour les jeunes et les aînés, tout ce qui est catéchèse et la solidarité aux démunis. Dans le fond, elle commence après avoir fait des études, elle a commencé à l'âge de 10 ans, ce qui est très précoce, et à peu près en 7 ou 8 ans, elle a réussi à finir ses études, et même elle enseigna à la fin de ses études, ce qui est assez rare, dans le fond, donc elle était très, très précoce et très douée dans son apprentissage. Je regardais si j'ai des images, je ne vous montrerai pas encore. Euh, donc c'est ça. So, à la fin de ses études élémentaires, son souhait, c'est de continuer dans la piété et elle veut s'engager dans l'histoire de la Sainte-Croix. Elle s'en rend au monastère du Bon Pasteur à New York, dans l'État de New York, pour y faire son noviciat. Alors, petite chose intéressante à savoir sur Onésime, c'est qu'elle a la santé très fragile. Elle a toujours eu la santé très fragile. On ne sait pas exactement pourquoi, comment ou de quelle manière elle a la santé fragile. On peut déjà prédire, parce que c'est pas la seule, on en voit souvent dans les archives de certains personnages qui viennent dans l'Ouest pour justement guérir de certaines santé, de fragilité de santé. J'imagine qu'à l'époque, avec la densité des forêts, la vallée du Saint-Laurent était pas mal humide. Et à ce moment-là, ben, la guérison peut être peut-être plus longue pour certains personnages ou certaines personnes à l'état fragile. Donc là, à ce moment-là, effectivement, venir dans l'Ouest, particulièrement en Saskatchewan, où il fait sec, c'est très favorable à l'amélioration d'une santé là, plus facile. Quoi qu'il en soit, à l'État de New York, ça s'améliore pas et elle doit abandonner son rêve. Dans le fond, on lui permet pas le noviciat lui permet même pas. Elle fait ses vœux, ses 2 premiers vœux sur ses 3 vœux de noviciat. Au bout du 3e vœu, on lui reproche d'être trop sensible à la maladie, qu'on ne peut pas être en mesure, qu'elle ne pourra pas être en mesure d'assumer ses fonctions qui lui seront demandées, et donc elle n'est pas autorisée à donner son vœu définitif, son 3e vœu, et elle est tout simplement renvoyée du couvent. Donc rêve démoli, mais elle revient à Saint-Jérôme, dans la famille. Sa santé s'améliore l'année suivante. Alors là, on est en 1876 et elle fait la connaissance du père Lacombe, qu'on connaît un petit peu dans l'Ouest. Vous voyez ici. Le père Lacombe, il est missionnaire dans le Nord-Ouest. Il est assez connu particulièrement du Manitoba et des territoires du Nord-Ouest. À ce moment-là, elle lui demande s'il peut intervenir auprès de Monseigneur Vital Grandin, qui lui est évêque de Saint-Albert, pour qu'il puisse lui trouver un travail dans les territoires du Nord-Ouest. À ce moment-là, l'évêque accepte cette offre et au printemps 77, elle est âgée à ce moment-là de 32 ans, Mademoiselle Dorval amorce une longue carrière de plus de 37 ans d'enseignement qui va commencer dans l'Ouest. Là, je vais vous lire un petit extrait de ses mémoires. Guéri par l'intercession de saint Ignace, après la promesse que je fis de travailler pour la plus grande gloire de Dieu, je m'adressai au révérend Père Albert Lacombe Bohémie, afin de pouvoir réaliser cette promesse. Le bon père s'empresse de m'indiquer le Nord-Ouest, disant que Monseigneur Grandin était désiré de trouver des institutrices, car à cette date, seuls, il faut dire, les missionnaires et les quelques religieuses enseignaient. Et là, ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir parce qu'effectivement, on est au milieu du début jusqu'au milieu du 19e siècle. L'enseignement était uniquement pratiqué par les institutions religieuses ou les quelques personnes qu'on pouvait avoir de qualifiés comme des avocats. D'ailleurs, c'était dans l'histoire, d'ailleurs, dans ses mémoires, Onésime relate une petite histoire comme ça que Monseigneur Grandin avait fait revenir de France un avocat qui était désavoué en France, qui avait plus beaucoup de capacité de faire quoi que ce soit en France. Et il le ramène dans l'Ouest. Alors, je vous laisse imaginer l'Ouest, comment c'était, la différence que ça pouvait être avec la France à ce moment-là, pour essayer de lui faire pratiquer et peut-être le mettre à l'enseignement. Ça marche absolument pas et au final, il finit par faire du travail de ferme. Il s'arrête à Winnipeg et il finit par faire du travail de ferme. D'ailleurs, c'était Fort Garry à ce moment-là.
Et effectivement, Onésime, étant donné qu'elle n'était pas nonne, à ce moment-là, elle était dans le fond une enseignante déjà brevetée qui n'était pas rattachée à une institution religieuse. Donc là, ça devenait déjà avec une certaine particularité. Et elle dit le 20 juillet 1877. Et là, c'est intéressant parce que je vais vraiment vous préciser un petit peu le trajet qu'elle a fait, parce que je vous jure que elle est très précise dans ses mémoires, mais les aventures, c'est vraiment une aventure. Je vous jure, je pense que personne ne pourrait le refaire aujourd'hui. C'est très particulier et très endurant, ce que les gens pouvaient vivre à l'époque. Le 20 juillet 1877, je laissais ma famille pour Montréal, accompagnée d'une nièce qui voulait à tout prix venir avec moi dans l'émission. J'emmenais une petite orpheline que j'avais adoptée quelques années auparavant. Elle s'appelait Marie Giroux. Le 26 juillet, fête de Sainte-Anne, nous laissions Montréal définitivement. Après avoir entendu la Sainte Messe de l'église Saint-Joseph, nous nous dirigeâmes vers la gare. Alors, juste petite chose à vous dire, donc, durant toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant, elle ne s'est pas mariée, elle adopta deux filles, une qui s'appelle Marie Giroux et une autre qui s'appelle Georgina Damour. Et alors là, je vais vous montrer la photo. Ici, on voit Georgina Damour, selon les sources historiques. Mais ce qui est très étrange, c'est que dans ses mémoires, elle parle jamais de Georgina, qu'elle a adoptée dans l'Ouest, donc supposé du côté de Fort Garry. Par contre, Marie, elle l'a adoptée du côté de Saint-Jérôme, dans l'Est. Et elle parle tout le temps de Marie, et même de Mary, en fait, parce qu'elle l'écrit avec un Y dans ses mémoires, mais jamais de Georgina. Pourtant, elle a adopté Georgina et on le voit très souvent, on la voit plus souvent avec des photos. Alors ça, c'est quelque chose d'étrange qu'on n'a jamais su, pour l'instant, élucider et comprendre euh, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'était passé aussi pour Georgina, parce qu'elle va parler de Marie jusqu'à ce qu'elle aille à Prince Albert, au couvent de Prince Albert également, à l'école de Prince Albert. Enfin bref, mais juste pour vous dire que souvent on va entendre l'une des deux filles et vous allez voir, c'est une raison où on ne connaît pas dans le fond la réponse. On va reprendre l'histoire et là elle va parler de l'époque. Le train s'ébranle de rapides signes d'adieu à nos connaissances et amis qui nous avaient accompagnés jusque-là pour assister à notre départ, puis file à toute vitesse. Le bruit de la locomotive, la poussière qui nous mettait le visage noir sur la suie, comme la suie, l'émotion, tout cela n'était pas de nature à réveiller notre enthousiasme, laquelle, dans toutes circonstances, nous eût fait admirer les beaux sites, les jolis paysages qui se déroulaient à nos yeux comme une vision. Donc là, le premier voyage, elle part de Montréal et elle s'arrête, elle va jusqu'à Sarnia. Est-ce que vous connaissez Sarnia? Ouais, hein? Non, non, Lucille. Je vais vous montrer la carte. Tout doucement, je vais faire des allers-retours avec les cartes. Je me suis amusé sur Google à faire une petite carte plus ou moins interactive, on va dire. Donc là, à ce moment-là, on voit que Onésime était ici, le premier pont que je vous montre ici à Mirabel, c'était donc Sainte-Scolastique, en plein centre de Mirabel. La paroisse de Sainte-Scolastique était là. Saint-Jérôme est juste là. Elle est allée à New York, je ne vais pas vous montrer New York, je pense qu'on connaît tous New York. Elle prit le train de Montréal, puisque ça lui a pris déjà une journée de descendre à Montréal et de prendre le train le lendemain. Et Sarnia, elle fait le premier trajet en train qui durera une journée jusqu'ici. Dans le fond, Sarnia, c'est la ville frontalière avec les États-Unis, de l'autre côté de Détroit, c'est sur le lac Huron, alors que Détroit est sur le lac Erie. Et dans le fond, pourquoi Sarnia particulièrement? Il faut savoir qu'en 1860, autour des années, je crois que c'est 1860, la voie de chemin de fer qui allait jusqu'à Sarnia a été finalisée. Et pourquoi spécialement Sarnia si on veut d'aller dans l'ouest? En fait, à ce moment-là, elle va commencer à prendre les steamboats, les bateaux à vapeur. OK? Donc, je vais en parler après, mais dans le fond, le bateau à vapeur, elle va commencer à à partir de Sarnia et elle va aller jusqu'à Sault-Sainte-Marie. De Sault-Sainte-Marie, on va pas dire s'arrêter réellement, ils vont s'arrêter, elle va marcher autour du canot, on va l'entendre, mais je vais la lire. Mais en fait, ils vont pas réellement s'arrêter, ils vont continuer jusqu'à Duluth, du côté des États-Unis. Et après, on va faire le trajet, je vais continuer mon petit speech. Donc là, il était le 21 juillet, parce que le soir même, arrivé à Sarnia, elle prend le bateau à vapeur. Le bateau à vapeur s'appelait le Steamer Manitoba, le SS Manitoba. C'est celui-ci. On a retrouvé des photos d'archives. C'est extraordinaire comme la culture des steamers aux États-Unis est très, très bien archivée. Les SS Manitoba.
pour faire la traversée des Grands Lacs. C'est pas le seul bateau, elle en empruntera un deuxième, vous allez voir, et même un troisième à la fin. Le voyage sur le lac durera aux alentours de 2 jours pour aller seulement jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Donc là, à ce moment-là, les steamers font pas forcément le centre du lac, et souvent ils longent plus ou moins les côtes, et on le voit bien dans ses mémoires, parce elle parle, à ce moment-là du voyage, elle parle des paysages extraordinaires, de la beauté, etc. Elle dit que c'était très confortable d'ailleurs. Il y avait 9 chambres, 9 cabines précisément, et les passagers sont souvent, pour la moitié, sont des passagers catholiques, et l'autre sont des médecins, des docteurs ou certains politiciens. Donc ils se connaissent assez bien au final. Je vais vous donner un extrait. Donc ça, c'est intéressant. À Sault-Sainte-Marie, nous marchons sur le bord du canal en suivant le vaisseau qui bientôt fera son entrée dans le lac supérieur. La traversée s'effectuait agréablement et le steamer semblait glisser sur la surface de l'eau. Cependant, le bien-être que nous ressentions ne fut pas de longue durée. Le vent fit rage pendant plusieurs heures. Le capitaine semblait craindre car nous devions voguer durant toute la nuit à une place dangereuse. Un vaisseau s'y était brisé quelques jours auparavant. On en voyait encore des épaves, à ce que nous dit le capitaine, mais moi, je n'en ai rien distingué. Alors, le bateau arriva le 31 juillet à Duluth. Là, il prit à peu près une dizaine de jours à l'extrême sud du lac sud-ouest, pardon, du lac supérieur. Là, ce qui était intéressant, c'est que la deuxième partie du voyage est moins drôle pour elle, peut-être plus drôle pour sa fille, qui, elle, se jouait beaucoup avec les mouettes, c'est ce qu'elle disait, qui étaient par dizaines autour du bateau. Mais comme elle disait, on pouvait admirer à n'en plus finir des myriades et des myriades d'arbres, de sapins à n'en plus finir et des petites îles. Et le lac était je pense, d'un ennui très, très fort pour elle à ce moment-là. À Duluth, ils ont dû attendre le train qui devait les mener à Fisher Landing, à l'est de Grand Forks. Alors, Fisher Landing, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'en ai parlé avec Jean-Louis Légaré. C'était ici que Jean-Louis Légaré a fait les rencontres de son futur beau-père, d'ailleurs, qui lui donnait les clés pour aller en Saskatchewan. Donc, Fisher, à ce moment-là, était comme une place très irriguée au niveau des bateaux et au niveau de toute l'industrie du bois. Donc, c'était une place très, très forte à l'époque. Aujourd'hui, Grand Forks a pris, je pense, toute la place, bien sûr. Là, à ce moment-là, elle donne des avis sur Duluth qui ne sont pas les plus glorieux, on va dire. Elle parle il y avait 7 églises de différentes dénominations, toutes assez bien construites, sauf l'église catholique, laquelle avait l'aspect d'une pauvre maison de campagne en log et sans lambris. Et là, je vais vous dire, attendez, je vais pas écrire sur mes notes, mais je vais vous dire directement. C'est très, très drôle parce qu'elle a un petit ton ironique, en fait. J'aime ça quand j'entends les personnes, parce qu'on idéalise beaucoup les personnes, mais quand on les lit, c'est des choses un petit peu différentes et ça me fait beaucoup rire. Elle disait, avant d'y être arrivés, nous avions frappé à la porte des autres églises qui étaient, faut croire, habituellement fermées à clé, mais leur splendeur extérieure ne nous impressionnait guère. Nous revenons à la chère nôtre, église, la plus pauvre en décor, mais la plus riche en trésors, puisque notre Seigneur y demeurait. Je ne vais pas vous continuer, sinon il y a 46 pages. On va faire ça plus tard. Le départ du 2 août du côté de Duluth. Je vais vous partager la petite carte. À partir de Duluth, ici, elle va partir et ils vont aller à Fisher Landing, qui est juste ici. Et là, à ce moment-là, c'est un trajet en train et va suivre, et on va en parler après, de Fisher Landing, un trajet, encore une fois, en steamboat, en bateau à vapeur, pour aller jusqu'à Winnipeg, plus particulièrement, on va l'appeler Fort Garry plutôt. À l'époque, c'était pas tout à fait Winnipeg, c'était en voie d'être Winnipeg, mais pas là où elle allait, dans le côté où elle allait. Alors, donc là, le deuxième steamboat s'appelait, elle prend le 2 août le train pour 2 jours de train. Donc, elle arriva le 4 août à Fisher et à peine débarquée, la petite équipe réembarque sur le vieux steamboat, le Northcote. C'est celui-là. Et là, c'est un petit peu moins drôle pour elle parce que, comme elle le précise, dans le fond, tout était de la misère et d'une malpropreté impardonnable. Nous pouvions écrire dans nos assiettes. Le menu était passable. Comme c'était la dernière étape pour Winnipeg, la hâte que nous avions d'y arriver modérait notre enthousiasme pour la rivière Rouge.
Là, à ce moment-là, le 5 août, qui est un dimanche, elle arriva à Winnipeg avec Marie, pardon. La vision qu'elle a de Winnipeg est pas glorieuse à ce moment-là. Il faut savoir qu'elle arrivait un jour pluvieux. Winnipeg, à ce moment-là, était pas la ville qu'on est aujourd'hui. Il faut savoir que le train, la voie ferrée est arrivée juste après qu'elle soit arrivée, une ou deux années après qu'elle soit arrivée. Donc, elle ne connut pas la grande fulgurance le grand boom, en fait, dû à la présence des voies ferrées dans l'Ouest, particulièrement pour Winnipeg. Fait que là, à ce moment-là, c'était un village éparse avec des commerces à droite et à gauche. Il n'y avait aucun plancher. Tout était boueux et argileux, une boue comme elle appelle collante. Elle arrivait un jour pluvieux, donc elle trouva la ville très triste et du coup, tout en construction, ça, elle insista beaucoup et longuement d'ailleurs sur le fait qu'il y ait du bois de partout et que tout était en construction, rien n'était fini. Mais à Fort Garry, le voyage devait continuer avec Monseigneur Grandin à ce moment-là, qu'il devait l'attendre à Winnipeg pour l'amener à Saint-Albert lui-même. Et donc là, elle dit, dans la semaine, Grandin arrive. Il paraissait content de nous rencontrer, mais comme il partait pour 2 ans en France et que les sauvages, alors je vais juste m'excuser pour le mot, mais c'est comme ça qu'elle l'a écrit, mais que les sauvages en guerre les années précédentes n'étaient pas pacifiés, il nous dit qu'il fallait l'attendre pour nous rendre à Saint-Albert. C'est une vraie déception pour nous, pour nos faible courage. Fait que là, imaginez, vous faites le voyage, vous traversez le pays, vous prenez à peu près une bonne semaine et demie pour y aller. Et là, Monseigneur Grandin, la personne qui doit vous amener, vous dit, ben, moi, je dois partir en France, fait que tu vas attendre 2 ans à Winnipeg. Et c'est un petit peu c'est ça qui s'est passé pour elle. Donc, en décembre 1877, Onésime commença à pratiquer un petit peu l'enseignement, parce que oui, il faut savoir qu'à ce moment-là, Onésime ne faisait pas grand-chose, elle ne pouvait pas donner ou œuvrer particulièrement à Winnipeg, parce qu'il n'y avait pas d'école dans la colonie où elle était, donc elle ne pouvait pas pratiquer son enseignement, et elle s'ennuyait pas mal en fait. Euh, En décembre 77, Onésime pratiqua sa première classe en anglais, ce qui fut un courage à pas mal pour elle, qu'elle estime assez gros, parce que c'est la première fois qu'elle fit une classe en anglais. Et, euh, et durant tout le temps, bien sûr, durant tout le reste du temps, elle n'enseignait pas. Elle a fait l'anglais ce décembre-là pour remplacer le révérend Lacombe, tout simplement. Mais la deuxième année, la petite colonie s'agrandit assez rapidement. Il y a quelques familles c'est surtout des frères ou des sœurs qui font venir d'autres personnes de la famille. Et là, à ce moment-là, il y a des enfants ou des mademoiselles aussi qui sont présentes. Donc, à ce moment-là, de fil en aiguille, ce qui se passait, c'est qu'Onésime en avait un petit peu marre et désirait peut-être revenir du côté de Baie-Saint-Paul. Et le père Lacombe approuva du coup la construction d'une maison d'école en printemps 1878. Donc pendant tout l'hiver, il construisit une petite maison qui est devenue l'école sur la rive gauche de la Séniboine. Et là, elle dit: libérée de ma parole donnée au révérend père, car me trouvant dissuadée par mes nouveaux amis, il y avait maintenant vraiment du travail à faire. Et elle passa en fait 2 années à enseigner. Donc là, à ce moment-là, elle parle du développement de la ville de ce que je vous ai montré comme photo. En seulement 5 années, on commence à avoir une ville déjà beaucoup plus ordonnée, avec des plans, des cadastres, des trottoirs. Et pour vous donner un petit peu une petite idée, seulement 2 ans après, vous voyez la ville, ça c'est la rue Main. Je sais pas si je pense que vous connaissez peut-être un petit peu Winnipeg, mais là, en 2 ans, la ville s'est transformée en ça. Ça a été assez fulgurant en fait. Donc là, elle était déjà partie en 1982, juste pour vous dire. En 1879, dans ses mémoires, elle parla des élections du Manitoba. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, c'est sûr elle parle un petit peu du côté, elle donne un petit avantage, on va dire, aux francophones, naturellement, et aux catholiques surtout. Mais elle n'a pas non plus une ferveur aussi puissante qu'on pourrait connaître dans les militants francophones. Mais là, à ce moment-là, elle donne des petites affaires intéressantes. L'élection d'un candidat soulevait beaucoup d'attention et l'animosité des orangistes. Un candidat catholique n'entrait pas dans leurs idées, aussi voulait-il à tout prix être en majorité. Le révérend Monsieur Fillon travaillait lui aussi à faire triompher le bon droit de son côté. Monsieur Fillon était le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et Monsieur Charbonneau en était le vicaire.
Donc, la veille, une assemblée avait lieu dans le presbytère. Monsieur Taillefer s'y était rendu sans doute avec le candidat désiré. Elle pense qu'il s'appelait Monsieur Larivière. Tout de même, ils y passèrent la nuit. Et le matin, comme l'abbé Michel se revêtait des ornements sacerdotaux pour dire la Sainte Messe, 4 ou 5 orangistes firent interruption dans l'appartement et, croyant mettre la main sur Monsieur Filion, se saisirent du jeune abbé. Mais le chevalier Taillefer, doué d'une force herculéenne, vint à la rescousse. Je crois, moi, qu'ils auraient eu raison de ces lâches agresseurs lorsque l'un de ses assaillants lui tira une balle qui l'atteignit à la cuisse. Puis, vite, on s'éloigna, emportant le jeune abbé plus mort que vif. Sans aucune délicatesse, on le jeta violemment sur un traîneau. Après un parcours de quelques milles, on s'aperçut que ce n'était pas M. Filion. On le laissa chez l'un des leurs qui, plus humain, dut le faire transporter au presbytère d'où il venait. Ils arrivèrent le même soir à Saint-Boniface, l'un à l'évêché et l'autre à l'hôpital. C'était pendant l'extraction de la balle que j'entendais des cris de douleur. Donc là, c'est un passage qu'elle expliquait tout simplement elle avait pris quelques jours de congé à l'hôpital de Saint-Boniface et qu'au final, les jours de congé ne sont pas transformés en congé parce que ça criait à chaque nuit et elle expliquait pourquoi ça criait. Et c'est là qu'elle raconte cette histoire liée aux élections du Manitoba en 1880, 79-80, qui m'avait interpellé. C'est pour ça que je vais vous le dire. Et là, Onésime, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Monseigneur Grandin, on est 2 ans plus tard, il revient. Et Monseigneur Grandin lui demande de dire, pop, pop, tu viens avec moi et on va à Saint-Albert. C'était prévu dans l'ordonnance. Et là, Onésime n'est pas d'accord. Elle veut absolument finir son année scolaire avec les élèves et la formation aussi des personnes qui vont reprendre le travail à l'école, là où elle est, à Saint-Joseph. Donc là, à ce moment-là, Monseigneur Grandin accepte et va dépêcher plus tard un homme qui va venir donc la chercher. Et elle finit l'année scolaire jusqu'en juin 1880. Le 24 juin 1880, là, je vais vous faire un long passage parce que, en fait, c'est intéressant parce qu'elle va vous donner l'énoncé du programme du Grand Voyage. Parce que là, on parle d'un voyage de Winnipeg, de Fort Garry, jusqu'à Saint-Albert, en charrette de la Rivière-Rouge. D'accord? Elle a suivi une des charrettes de Métis. On parle d'un territoire, comme je vous disais, à l'époque, la fois d'avant avec les Garrigues, qui n'est pas tracé. Donc, je vous laisse un peu imaginer la chose. 24 juin 1880, enfin, c'est tout décidé. Je pars pour le nord après avoir été dans l'est chercher la petite Marie, voir une dernière fois mes vieux parents. Je laissais Winnipeg. Monseigneur Grandin, prévenu de ma décision, avait confié à Monsieur Louis Châtelain le soin de me conduire à Saint-Albert. Nous partîmes dans l'après-dîner pour faire au moins une attelée, car ce long voyage pouvait durer plusieurs mois. De fait, nous voyageâmes 2 mois et demi. Malgré la monotonie de la route, les charmes enchanteurs des paysages si beaux et si variés qui s'offraient à mon regard nous fournissaient une douce jouissance. La divine providence semblait se plaire à nous profiter des joies pour faire trêve aux pensées sombres que nous pouvions guère casser, plus nous nous éloignions. Les fruits paraissaient mûrir à tour de rôle durant le cours du voyage. Les fraises, les groseilles, les poires, donc ça, c'est les fameux Saskatoon berries, les fameux Saskatoon, parce qu'avant, on appelait ça des poires. Les merises, les cerises et framboises se succédaient, admirablement bien à nos loisirs. Dès que le boss, donc le boss, c'est le chef en fait du convoi, celui qui est en devant. Le convoi est toujours mené par des bœufs d'ailleurs, d'où le boss. Dès que le boss criait au guide, les chevaux et les bœufs étaient détalés. C'étaient ces chers bœufs qui ouvraient la marche et toute la caravane se modelait à leur pas. Donc, sans préoccupation, nous descendions de la voiture et courions aux fruits, mais sans perdre le campement de vue. C'était l'ordre strictement donné. Puis venait le déjeuner, un peu plus d'une heure de repos. Le midi, nous stationnions près de 4 heures, vu la grande chaleur. Et le soir, après souper, nous faisions encore une attelée qui durait jusqu'à la brunante pour profiter de la fraîcheur de la soirée. Puis les tentes étaient montées. Nous n'avions qu'à nous coucher, non sans avoir fait notre dernière prière et chassé de notre abri les chers maringouins, la nuit était courte. Car dès 3 heures du matin, la voix du boss retentissait à la porte des tentes.
Levez nos gens, ce semblant de clairon nous mettait vite sur pied, sinon la tente nous tombait sur le dos. Tout le bagage de nuit était arrangé dans la voiture, formant un bon lit sur lequel la petite Marie dormait jusqu'au premier arrêt, 7 heures du matin, déjeuner. Moi, après avoir bien couvert l'enfant, m'assurer que les chevaux étaient tous rassemblés, je prenais une tasse de thé noir et puis partais en avant tant que les chemins paraissaient bien tracés et si un autre chemin s'en détachait, j'attendais à la jonction, ce qui arrivait rarement. J'avais alors le temps, c'est-à-dire le loisir de vaquer à mes exercices de piété. Le dimanche, nous restions campés jusqu'au lundi matin. Ceci est l'énoncé du programme de tout le voyage du 24 juin au 7 septembre. Donc ça vous donne un petit peu le goût du beau voyage estival. Si cet été, vous voulez pratiquer ça. Donc, c'est ça, jusqu'au 7 septembre. Et là, on va repasser un petit peu le voyage. Donc, le 8 août, on parle du 24 juin, donc elle voyage à peu près un peu plus d'un mois, à peu près une quarantaine de jours. Le 8 août, elle se retrouve à Duck Lake, lac des Canards, comme elle l'appelle. C'était pas encore Duck Lake. Problème, le père André, lui, a reçu une ordonnance comme quoi Onésime devait rester à Saint-Laurent, donc elle devait plus aller à Saint-Albert. Là, Onésime lui dit, ben non, moi, on m'a dit d'aller à Saint-Albert. Et Louis Châtelain, donc son chauffeur et son protecteur pour le voyage, lui dit, ben moi, j'ai reçu l'ordonnance d'amener Onésime à Saint-Albert. Là, le père André s'entête en disant non, parce qu'on a besoin de monter une école à Saint-Laurent-Grandin. Là, à ce moment-là, il demande de présenter la lettre, et la lettre, il ne la trouve plus. Plus moyen de mettre la main sur la lettre. Qu'est-ce qui se passe? Elle repart à Saint-Albert. Elle continue le chemin. Le dimanche suivant, le 15 août, il se retrouve à la capitale du territoire du Nord-Ouest, comme elle l'appelle une pauvre capitale, et là on parle des Battlefords. Donc, anecdote, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai jamais pensé à ça, mais en fait, avant la Battleford, c'était ce qu'on appelait la rivière Bataille, pas la rivière Battle, et c'est à cause du gué sur la rivière que les Anglais ont transformé le nom en Battleford. Donc, l'origine du nom, dans le fond, avant Battleford, c'était un autre nom, c'était Télégraphe Flat, mais ça s'est transformé après en gué sur la rivière, d'où Battleford. C'était intéressant. Le 16 août, bon, ben là, juste pour vous dire, elle ne menait pas long sur Battleford parce qu'il faut vraiment savoir que oui, c'est la capitale du Nord-Ouest, mais il y avait à peu près 4-5 baraquements, 4-5 baraques. Le fort, beaucoup plus petit qu'on le connaît aujourd'hui, et il n'y avait pas de tourelle à ce moment-là. Donc, c'était vraiment très, très maigre et peu de personnes étaient présentes. Le 16 août, ils reprennent la route pour aller à Saint-Albert. Ce qui est j'ai noté juste une petite phrase que j'ai trouvée mignonne, je pense que je vais la garder à côté de moi, celle-là. Elle dit, cette belle nature avait le pouvoir de charmer même même les cœurs attristés. Ça, je vais le dire à tous ceux qui aiment pas la Saskatchewan. C'est pour ça que je la garde à côté de moi. Euh, le 6 septembre, à l'arrivée aux abords de la rivière Saskatchewan, à Fort Saskatchewan, pas très loin du moins, et le jour suivant, elle ne finit pas dans le fond avec le convoi. Monseigneur Grandin lui amena sa charrette auprès de l'église qui était proche de la rivière et elle parcourut les 28 milles le lendemain matin. Là, à ce moment-là, ce qui se passa, elle resta à peu près une année à Saint-Albert et elle alla très rapidement au lac Sainte-Anne pour ouvrir une mission. C'est intéressant parce qu'au début, elle n'était pas destinée au lac Sainte-Anne particulièrement, mais plus à Saint-Albert, au couvent et à la congrégation, qui était quand même assez grande pour le territoire. Mais quand Monseigneur Grandin, lui, la semaine de son arrivée, devait partir au lac Sainte-Anne, dans la mission du lac Sainte-Anne, elle demanda à faire partie du voyage. Et là, il y a des pages et des pages. Si ça vous intéresse, demandez à Christelle, je vous enverrai des numérisations si vous voulez lire. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment l'aventure là, à ce moment-là. Elle voulait participer à la mission de Sainte-Anne, même si Monseigneur Grandin lui disait, écoute, you know what, c'est un peu difficile là quand même. Là, c'est déjà le voyage que tu as vécu, il faut te reposer et tout. Elle dit non, 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 moi ça m'intéresse d'aller voir mon travail et de faire de la piété et de faire de l'éducation et de travailler avec les jeunes. Là, à ce moment-là, il l'amène avec elle.
Et là, il y a des histoires assez rocambolesques sur le fait que les difficultés de traverser les rivières, de tirer des bœufs, de sortir des bœufs des marécages. Et là, imaginez-vous, là, il n'y avait pas beaucoup de matériel, on parle pas de matériel motorisé. Sortir les bœufs à moitié pris dans un marécage, il faut le sortir avec les chevaux et les mains. Donc c'est très impressionnant, les pertes de charrues, des heures et des heures et des heures. À un moment donné, elle parlait où ils étaient trois charrettes. Bien sûr, il parle de personnes d'enfants d'origine autochtone qui aident. Et elle avait réussi à passer en premier la rivière. Et Monseigneur Gandin lui dit, avance, avance, avance. Prends de l'avance et on te rejoindra plus tard. Là, elle prend de l'avance avec son chauffeur et Marie. Et à un moment donné, au bout de quelques milles, elle s'arrête et il dit, ben, c'est l'heure, on va s'arrêter là, il faut qu'on fasse le campement. Mais là, Monseigneur Grandin, ces deux charrues n'arrivent pas. Rien n'y fait. Elle commence à allumer un grand feu pour essayer d'être vue pendant la nuit pour qu'il donne une indication. Elle prépare à manger, rien n'y fait. Elle commence à s'inquiéter. Elle fait tirer deux coups de feu pour essayer d'attirer dans le fond à l'oreille. Rien n'y fait. Les gars, ils arrivent à 10 heures du matin, complètement dépités du travail, épuisés et sous la boue. Et ils ont mis toute la nuit à essayer de traverser la rivière. Ils y ont réussi, mais avec tout le mal du monde, en fait. Donc, c'est vous donner un peu une idée des difficultés qu'ils pouvaient vivre à l'époque. Et je vous dis ça parce que aussi, au tout début, dans le premier voyage, Onésime avait peur du moindre petit loup qui aboyait, qui hurlait, particulièrement dans les prairies, alors que pendant le convoi, les gens disaient c'est juste un jeune loup qui aboie comme mille, mais il fait rien de mal. Donc, c'est des choses très intéressantes parce elle a appris pendant tout son trajet à s'habituer à vivre comme ça dans les prairies. Euh, Elle passait donc une année à Sainte-Anne où où commençait à ouvrir une première école. Elle appuyait aussi le couvent à Saint-Albert. Et comme c'était prévu, ben oui, il n'avait peut-être pas la lettre à Declercq, mais c'était bien prévu effectivement qu'elle aille à Saint-Laurent. Donc le 26, et là j'ai pas le mois, parce que j'ai juste le jour. J'ai pas réussi à trouver le mois, donc ça doit pas être à l'hiver, donc ça doit être probablement au printemps. Le 26 du mois, dans un mois de printemps, elle part en bateau de Saint-Albert jusqu'à Declercq. Là, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Mais après, je pense que la plupart connaissent l'Ouest, là, quand même, j'imagine. Fait que là, on était à Winnipeg. On a fait Winnipeg jusqu'à Declercq, Declercq jusqu'à Battleford, Battleford jusqu'à Saint-Albert et Saint-Albert jusqu'à Sainte-Anne, parce que la mission Sainte-Anne n'existe plus, mais le cimetière et la paroisse sont toujours présents, par contre. Et là, à ce moment-là, un an plus tard, elle reprend son trajet pour repartir en bateau et redescendre la Saskatchewan Nord pour aller jusqu'à Fort Pitt, qui doit être par ici, en fait, et à Frenchman Bio, donc ça doit être juste par là. Et ensuite, elle redescend jusqu'à Battle Force pour aller voir ses anciens collègues, ses anciennes connaissances, et elle remonte jusqu'à Fort Carlton, qu'on connaît aujourd'hui, qui est encore debout, et rejoint Duck Lake, tout simplement. Et là, à partir de là, pendant tout le reste de sa vie, elle va jongler entre Duck Lake et Saint-Laurent-Grandin, avec Batoche, où elle finira son enseignement ici, et aussi Battle Force. OK? Donc, Onésime passa autour de 2 années à Saint-Laurent jusqu'en 1883 et un écrit du père Fourmont qui date du 14 décembre 1881. Et là, il va parler d'elle. L'école de Saint-Laurent végétait depuis sa fondation, soit à cause de l'incompétence des maîtres, soit à cause de l'indifférence des paroissiens. En peu de temps, mademoiselle Dorval, grâce à son tact, sa bonté et à son dévouement, réussit à la remettre sur un bon pied. C'est la première année que nous avons pu tenir une école en règle grâce au dévouement d'une pieuse tertiaire de Saint-François. Elle peut enseigner le français, elle peut enseigner l'anglais et diriger un ouvroir. Elle veille aussi à notre ménage et se multiplie pour mettre de l'ordre partout.
une petite anecdote où là, ça c'est ses mémoires, elle écrit. Il était prudent de tenir en réserve le sucre. Alors là, je vais vous parler de la première fois qu'elle voit je vais pas utiliser ces mots bien sûr, mais qu'elle voit des autochtones qui ne sont pas occidentalisés, qui ne sont pas européanisés. D'accord? Donc ils sont dans l'Arabie et dans dans l'art traditionnel. Donc il était prudent de tenir en réserve le sucre et me voyant investi du titre de cuisinière en chef, je voulais préparer un bon dîner. Mon étonnement fut grand en me voyant privé de tous les ingrédients nécessaires pour un bon dessert. Il y avait bien farine, beurre, œufs, viande. Comme je me préparais à faire un pâté, on entend un coup de fusil, puis un autre, un troisième. Comme la paix n'était pas faite entre les 5 nations, je craignais une attaque. Comme les perdreaux, tout le personnel était disparu. Même le frère Piquet, que je n'avais pas encore vu, se mit à courir à toutes jambes du côté de la source, se cachait. Qu'est-ce qui en était la cause de cet émoi? Je m'avançai vers la porte et j'aperçois une vingtaine de Sioux installés dans le beau jardin tout nus à pied et à la tête peinturée d'aspect allant en barres rouges, bleues, vermillon et noires. Le visage tout bariolé de couleurs, les uns portaient des cornes ou des plumes, quelques-uns portaient des chaussures suspendues à leur ceinture. Cette fantastique, effrayante apparition n'était pas de nature à rassurer la petite Marie qui pleurait à chaudes larmes. Marmant de courage, je leur dis en les saluant, « Qui quoi ?» Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas trouvé juste pour vous dire. Juste à ce moment, Monseigneur, ignorant l'intention de ces sauvages, sortait du presbytère pour venir nous trouver. À sa vue, une transformation se fit, la scène changeait, c'était une danse. Rassuré sur l'intention de ces gens qui venaient saluer Monseigneur, je pus en paix suivre cette fantasmagorie indienne, les musiciens au moyen de 2 petits bois attachés avec une ficelle portée à la bouche, sifflant et imitant un air connu d'eux seuls, donnaient le branle, les sauts et les ritournelles se succédaient. La danse dura assez longtemps. Las de leur contorsion, ils revinrent s'asseoir sur l'herbe pendant que je leur distribuais plusieurs galettes et tout le lait caillé que je pus leur offrir, et ils paraissaient contents après le repas. Ils partirent tous à cheval, ébranlant en l'air d'une vive fusillade. Elle écrit bien, hein, je ne sais pas si ce que vous en donnez, mais c'est vrai que je trouve que elle écrit vraiment très bien. Donc ça, c'est une petite anecdote. En juin 1883, à ce moment-là, les sœurs du fidèle compagne de Jésus arrivèrent à Saint-Laurent et quelques semaines suffirent à les initier à la ferme avant de partir pour elles s'installer à Battleford. Et là, on voit bien un petit peu la mission qu'elle a, dans le fond. Le travail qu'a fait quasiment toute sa vie Onésime, c'est d'ouvrir des écoles. Donc, d'être la première à mettre en place tout le travail de la coordination, toute l'organisation, y compris le travail pédagogique, l'ordonnance des repas, des logis, des enfants, des parents. Donc, elle fit ça à Sainte-Anne, elle fit ça à Batoche, à Saint-Laurent, à Battleford, et elle aida aussi à Declay. C'était ça son travail. Donc, dès qu'un couvent, ou du moins une institution religieuse, était bien sûr des sœurs arrivées, là, à ce moment-là, elle partait parce qu'elle avait fini sa mission. En septembre 1883, la petite Marie partait au couvent des fidèles compagnes à Prince Albert et elle en était d'ailleurs la première pensionnaire. À Battleford, la vie était très pauvre et tout était en construction. Le 3 septembre 1883, lorsqu'elle ouvrit la première classe, seulement 5 à 6 élèves viennent. Il y en avait plus d'une vingtaine, et après une trentaine, pour vous donner une comparaison, à Saint-Laurent. Tous parlaient cri et un seul Irlandais la comprenait. En septembre 84, la petite classe dans la maison accueillait une soixantaine d'élèves. Donc en une année, elle arriva à recruter suffisamment d'élèves pour gonfler la paroisse. Je ne vais pas rester très très longtemps parce que là on arrive pendant la rébellion la résistance de 1885. Elle a vécu en partie, on va dire, la résistance, surtout du côté des Battlefords, donc le côté des escarmouches avec les Premières Nations, principalement. Mais je vais vous donner les prémices de la rébellion, et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle va parler de Poundmaker. Je n'ai pas tout écrit parce que c'est écrit pas mal à la main. Voilà. Durant les beaux jours d'été,
un épisode remarquable suivant pour être le point saillant de la haine qui occasionna la levée des sauvages dans la rébellion du 1885. Là, je vais vous lire aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, je sais que pour nous, en archives, en histoire, on essaie de comprendre tous les points de vue. Je ne dis pas que c'est pas, on prend un contexte. On essaie de voir comment eux y pensaient et comment ils voyaient les choses. Qu'elle ait raison ou pas, ou que les termes peuvent déplaire ou pas, c'est la manière dont à l'époque ils voyaient les choses. Et c'est intéressant d'analyser et de comprendre ça, je trouve. Voici vers midi, pendant le dîner, des pères et le frère Gérard à table étaient mis près de la fenêtre qui donnait sur la rivière Bataille. Il n'y avait aucune maison, c'était la prairie. Nous vîmes un grand nombre de voitures, de charrettes et de caravanes. C'était la réserve de Poundmaker et celle de Sweetgrass qui venaient se présenter aux portes des magasins de façon à mendier. Mais quelque chose de curieux se passa. Et là, elle parle d'en fait de Premières Nations qui étaient pourvues de parapluies. La vue était bien comique, parce que je vous dis ça, il y a des petits points où c'est difficile à traduire. La vue était bien comique, n'eût été que les sauvages étaient-ils hostiles. Dans le même temps, le major Antrobus monte sur un magnifique coursier blanc, venait sans doute voir des amis, apparaissant fier de sa monture et de lui-même. Voilà que deux chevaliers se détachent de la bande de sauvages vinrent à toute vitesse circuler autour du major en tirant du fusil. Le cheval prit peur, se cabra, se retourna vivement, partit à l'épouvante du côté des casernes. Le pauvre major, tenant son képi, tomba à terre. Dès que le cheval fut arrêté, le major envoya un officier, porteur d'une mission pour les sauvages, leur signifiant qu'il leur donne 6 heures pour retourner dans leurs réserves respectives et qu'ils seraient privés de rations pendant une semaine. Cela expliqua la colère du sauvage. Alors, quand elle parle de la couverte jaune, c'était le nom de des premières. Donc, la couverte jaune frappant avec un manche de hache le fermier qui refusait de lui donner des vivres. Le major Croisier partit avec plusieurs policemen pour aller le prendre prisonnier, mais déjà plusieurs réserves s'étaient réunies d'abord pour se défendre et pour la fête du soleil. Le révérend père Cochin, qui se trouvait à proximité de tout, raconta que ce fut un moment terrible. Poundmaker tenait pendant la discussion un casse-tête, c'est-à-dire un manche avec 3 couteaux au-dessus de la tête du major. Celui-ci tenait un pistolet, par contre, sur la gorge du chef. Le pourparler ne dura pas bien longtemps. Le brave Croisier alla chercher son prisonnier et la fête continua. Ce fut l'avant-coureur de la rébellion qui battait son train quelques mois après et qui causa à tous les gens tant d'alarmes et de souffrances. Et là, à ce moment-là, dans ses mémoires, elle écrit parfaitement bien la rébellion de 1885 et elle décrit les événements qu'elle vécut en fait pendant tout ce temps-là. Il n'y a pas des choses incroyables durant ce passage-là pour elle, du moins dans sa vie, surtout qu'elle est beaucoup plus réfugiée dans le fond dans le phare et qu'elle essaie de pratiquer l'enseignement tant bien que mal, de manière assez difficile dans le fond pendant l'année de 1880, voilà, quelques mois du mois de 1885. Suite à la résistance, Onésime continua d'enseigner à Battleford jusqu'en 1896. En 1893, les religieuses de l'Assomption vinrent fonder une maison à Battleford, mais comme elles n'étaient pas formées, elles n'étaient ni enseignantes ni formées, ils les envoyaient à l'école normale de Calgary pour l'enseignement pour 3 ans. Donc c'est pour ça qu'elle aurait pu partir 3 ans plus tôt, mais elle a attendu 3 ans pour la formation. La formation finie, en 96, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir à Batoche parce qu'il fallait ouvrir une école. Là, à ce moment-là, la communauté de Saint-Laurent se détache en plusieurs et Batoche grossit comme communauté et a besoin d'élèves. En 1896, je dû laisser Battleford avec peine, religieuse, élèves et parents. Il y est resté quand même 15 ans. Tous avaient été sympathiques avec moi, avec le bon souvenir que je conserve d'eux. En 1896, elle arrive à Batoche où elle passe les 18 prochaines années de sa vie. La première école de Batoche avait été ouverte dans le presbytère en 1884 avec le fameux, vous connaissez, Père Julien Moulin, qui en avait été le premier enseignant. En 87, elle était devenue la première école publique du district de la Saskatchewan. Et oui, la première école officielle de la Saskatchewan, c'est celle de Batoche, qui n'existe plus.
Et vers 1894, 2 ans avant l'arrivée de Mademoiselle Darval, le père Moulin avait fait bâtir une école à l'ouest du presbytère, et c'est celle qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, dans les bâtiments, si vous connaissez Batoche, si vous vous en souvenez, le bâtiment qui est le plus à l'ouest, c'est la fameuse école. Et après, il y a le presbytère à l'est, et après, il y a l'église. En 96, le presbytère est réaménagé et pendant 18 ans, Onésime et le père Moulin partagent ce bâtiment qui existe encore dans le parc historique. En plus d'enseigner les cours aux élèves, Mademoiselle Darval devient aussi la cuisinière de la mission. Durant son séjour, le presbytère devient également un pensionnat. Les filles partagent une annexe au bâtiment avec Mademoiselle Darval, tandis que les garçons sont hébergés soit dans la salle à dîner ou dans une remise derrière l'annexe. Plusieurs pionniers de Bellevue ont été élèves à Batoche, et à ce moment-là, Laurier mentionnait aussi que son grand-père, Rosario Garot, était pensionnaire vers 1897, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui étaient pensionnaires en fait et qui ont connu Onésime Dorval. En complément de l'enseignement habituel, Onésime aussi donne des cours d'artisanat, de musique, et elle joue de l'harmonium. Onésime aussi fait beaucoup de peintures avec ses doigts et ses ongles, qui sont peintures qui sont très appréciées d'ailleurs des communautés métisses. Le 19 août 1913, les Sœurs de la Présentation de Marie organisent une grande célébration pour souligner ses 50 ans d'enseignement, parce qu'on en est déjà là, ça se tient à Duck Lake et au pensionnat Saint-Michael, et à laquelle assistent la plupart des abbés, Monseigneur Grandin, vicaire, et de l'ensemble des missionnaires des missions environnantes. En 1914, on est à ce moment-là, au moment de... Oh, j'ai oublié le nom de la maladie. J'ai oublié, mince. Mais maladie touche pas mal les prairies. Et il y a de moins en moins d'enfants à ce moment-là à Batoche. En 1914 également, le père Moulin prend sa retraite pour Saint-Albert. Donc, Mademoiselle Dorval aussi quitte Batoche. Mais elle n'en a pas fini. À ce moment-là, elle a 70 ans. Elle est encore demandée pour faire des services d'enseignement. Et elle enseigne encore une dernière année à Aldina, près de Marcelin. Donc, on est de l'autre côté de la rivière Nord. Elle enseigne une année et je crois même qu'il y a encore une église originale, si je me souviens bien. En 1915, elle prend une retraite bien méritée à l'école résidentielle de Saint-Michel à Duck Lake. Là, elle continue également d'aider les religieuses. À ce moment-là, de 1915 à 1921, et ça, il y a pas beaucoup d'archives qui témoignent de ça, on sait qu'elle enseignait encore à Saint-Laurent dans les 6 ans, mais il semble-t-il que ces enseignements sont discontinus. Dans le fond, elle est là comme appui à l'enseignement pour la mission de Saint-Laurent. Donc, c'est pas mal ça. Je vais vous dire un petit peu la fin de cette histoire-là et pourquoi on parle du coup tant d'Onésime. On sait assez peu de choses sur sa vie personnelle. Sauf que selon les anciens, elle ne plaisantait pas avec la discipline, c'est ce qu'ont dit ses anciens élèves. Mais elle était très juste. Ça, on me l'a dit, je me souviens, on me le disait, tous me disaient, oui, elle était très rigoureuse, mais elle a toujours été juste. Elle avait un certain talent pour la peinture, elle peignait avec les doigts, elle peignait aussi des tableaux de couleurs vives, elle décéda à l'hôpital donc de Rostern le 10 décembre 1932 à l'âge de 87 ans. Ses funérailles eurent lieu dans la chapelle attenante de l'école de Declercq le 13 décembre. Et à ce moment-là, et comme je vous le disais au début, il y avait une foule considérable pour l'époque, qui était composée à la fois de blancs, de métis et d'autochtones. Elle est toujours enterrée au cimetière de Saint-Michael à Declercq. Et elle a eu pas mal de reconnaissance comme personnage. Je l'ai même trouvée récemment, je n'avais pas vu, mais elle apparaît dans un livre qui parle de 10 femmes remarquables en Amérique du Nord, de 10 femmes enseignantes remarquables en Amérique du Nord, carrément. Donc là, on parle également des États-Unis compris. Donc elle est citée là-dedans. Le 7 juin 1954, Onésime est inscrit dans le registre des personnes d'importance historique nationale, un registre de personnes désignées par le gouvernement du Canada comme étant d'importance nationale dans l'histoire du pays. Onésime est aussi officiellement reconnue par la province de la Saskatchewan comme la première enseignante brevetée de la province.
Il y a 4 îles qui sont nommées en son honneur. Je ne sais pas si vous le saviez ça, mais il y a 4 îles juste au sud de Battleford. Vous allez voir, il y a 4 îles qui s'appellent les îles d'Orval, qui sont nommées en son honneur. Elle a 2 plaques commémoratives. Une plaque commémorative qui est au musée de Batoche et une autre qui est à Duck Lake, qui a été inaugurée, elle, le 29 octobre 2002. En 1994, la division scolaire francophone, qui est aujourd'hui le CEF, a institué son premier prix Onésime Dorval pour un enseignant ou une enseignante qui a donné un exemple de travail acharné et de dévouement tel qu'Onésime l'avait pu faire. Aujourd'hui, c'est l'association des enseignants qui donne ce prix-là. L'une des peintures qu'elle a créées est toujours accrochée au lieu historique national de Batoche. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que je dois oublier. Ah oui, et le musée de Duck Lake, enfin le centre d'interprétation de Duck Lake, rassemble plusieurs effets personnels d'Onésime. Je me souviens du meuble du vaisselier. Son vaisselier est là-bas et il y a plusieurs matériels, dont l'harmonium qu'elle utilisait à la musique qui se trouve aussi à Duck Lake et quelques peintures à elle se trouvent donc du côté de Duck Lake. Donc c'est certain que la directrice Céline aura aussi pas mal d'informations à donner sur elle. Donc c'est ça, je vous ai fait un petit peu rapidement, ça fait déjà 1 heure, mais dans le fond, pour moi, j'ai été trop rapide. Je vous dis juste là, il y a tellement de choses à lire là, sur le mémoire, c'est tellement le fun et agréable. Je me suis beaucoup amusé ces dernières semaines à lire ça. Euh, et c'est un peu pour ça que je voulais un peu vous parler de ce personnage-là. C'est l'incroyable résilience d'une époque où on pouvait, où peu de monde aurait fait ce qu'elle a fait et qu'elle a été donc à la fois la première enseignante, elle a monté la première école de la Saskatchewan, la première enseignante brevetée de la Saskatchewan, et elle avait une vision sur les choses qui était quand même très ouverte pour l'époque, que ça soit dans l'ensemble des communautés, hormis sur les orangistes, je vous le dis tout de suite, mais ça, on va la pardonner. Mais c'est pour ça que je voulais vous parler de ce personnage-là. Ça, c'est déjà, avec Légaré, c'est souvent deux des grands personnages que j'apprécie particulièrement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ont connu Onésime, peut-être? Mon Non, Michel? grand-père, mon grand-père Ah, était à l'école là. Puis tous ses frères ont été, pas les filles, mais les garçons ont été. C'était waouh! Jean Garot de Bellevue, le frère à Rosario. Ils étaient à l'école de Batoche ou à l'école de Saint-Laurent? À Saint-Laurent, alors, à Saint-Laurent. Oui, ils ont été pensionnaires, là, M. Ouais. Rosario et Pépère. Est-ce que Et vous connaissez, est-ce que vous tous les, connaissez, vas-y, Stella. tous les frères ont été, qui pouvaient, tu sais. Est-ce que vous connaissez tous Onésime un petit peu de près ou de loin, hein? De Un loin, puis personnage. ils en ont parlé beaucoup. Oui, moi, j'ai vécu, j'ai été né à Duck Lake, passé mes premières 3 années là. Et mon père travaillait à l'école comme gérant de la ferme à Saint-Michel. Et ma marraine, qui était voisine, que son mari prenait soin de l'entretien du pensionnat, elle a vraiment connu Mademoiselle Dorval, euh, côtoyé souvent. C'était une Belge, elle est une forte femme, là, comme on dirait. Et le plus vieux de mes frères, qui avait décédé à 3 ans de la diphtérie, a été enseveli juste à côté de Mademoiselle Dorval. Alors, proche. C'est des personnages qui sont assez méconnus, un petit peu comme Légaré, je vous disais, mais il y en a d'autres aussi à mon sens, à mon avis, qui devraient être mieux décrits parce que c'est quand même un enseignement qu'elle a fait constamment en français et qui témoigne pas mal de l'importance de la langue. Dans ses descriptions, elle parle beaucoup aussi des proportions des populations dans les missions qu'elle visite et on voit nettement qu'il y a des proportions
les proportions anglophones, elles sont très minoritaires. Donc, à part de météo aussi, c'est très intéressant de voir un petit peu comment étaient les choses à ce moment-là et comment, à partir de 1880, la création de l'enfant, à partir de la création du Canada en 1870, là, tout a basculé, en fait. Le système a vraiment basculé. Et là, on a ces témoignages-là. On en a d'autres aussi, un témoignage. Il y avait un autre. J'hésitais beaucoup à vous présenter soit Onésime, soit Sévère Gagnon. Sévère Gagnon, qui est lui, qui est un des 9 premiers polices montées francophones, qui étaient dans les 150 premiers. Il y avait que 9 francophones, et il était l'un des premiers, mais qui est devenu le commissaire de la division dépôt, donc le premier commissaire, qui est dans le fond à l'origine de la lignée des Gagnons dans la GRC, qui continue encore aujourd'hui. C'est une très, très grande lignée. Et il était aussi le beau-fils du lieutenant-gouverneur. Mais c'est intéressant parce que lui était donc du coup de l'autre côté de la résistance. Il était dans les préparations du côté de Fort Carleton et a connu Onésime également. Et bien sûr, il est tenu au secret. Il peut pas parler librement. Et c'est après sa retraite qu'il a clairement avoué que MacDonald avait joué trouble. Il a dit comme ça. Le jeu était très trouble, était volontairement à troubler les cartes au niveau des métiers. Était très volontaire. On nous poussait à faire des actions pour troubler, pour les pousser à la bataille. Donc, c'est vraiment intéressant d'entendre d'un chef de police montée à la retraite. C'est très intéressant. Mais il y a des personnages comme ça. Alors, je sais que je vous le présente parce que vous êtes un public averti. Je sais que je ne peux pas non plus parler à tout le monde. Quand je lisais, on parle aussi, vous avez entendu, on parle de sauvages ou d'indiens ou d'enfants indiens. Il y a toujours, aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat. On parle beaucoup de Monseigneur Grandin. Or, son histoire n'est pas du tout aussi radicale qu'on peut l'entendre en Alberta. Il y a comme un côté très puissant là-bas, où un mouvement qui vise à vraiment à assainir l'Église par rapport à ça. Mais les œuvres qu'ils ont pu faire sont complètement oubliées, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites. Surtout, Monseigneur Grandin visait clairement à créer une Église catholique propre aux Premières Nations. Et il le dit clairement, c'est-à-dire de les laisser faire comme ils le veulent, comme ils le voient et dans leur esprit. C'est intéressant, c'est très intéressant de le lire et d'aller aux origines et de voir carrément leur mémoire, en fait, de voir comment ils pensent et comment ils font les choses. Je veux juste souligner un peu que Sylvia ici est récipiendaire du prix Mademoiselle Dorval comme enseignante. Ah oui, Bien, je peux juste mentionner rapidement, je suis restée tellement surprise puis je ne m'attendais pas à ça. Mais ça, c'est un de mes élèves qui avait de grandes difficultés. Et puis, quand je suis allée à la réception, ils m'ont donné la plaque. Bien, j'étais touchée, puis j'étais émue. Mais à la fin, quand on m'a présenté à amener chez moi cette plaque par cet élève en grande difficulté, j'ai oublié l'autre plaque là-bas, puis j'ai juste ramené celle-ci. Alors, j'ai fait un peu comme aurait fait Mademoiselle Dorval, le mettre la magnifique. Ah, ben c'est fantastique. Alors, non, surtout qu'il y avait le lien avec son frère qui était enterré près d'elle. Puis moi, j'ai été élevée à Duck Lake, alors on avait beaucoup entendu parler de Mademoiselle Dorval quand j'étais à Duck Lake aussi. Alors, Oui, c'est une personne importante pour la communauté de Duck Lake. Ouais. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Tu as vraiment bien fait ça. C'est très, très apprécié. C'est gentil. Merci. Alexandre, moi, je peux te voir aller relire tout ça, ces affaires-là, puis faire le panorama dans ton cerveau. Hein. Ça doit être incroyable. La manière que c'est écrit, hein, tu peux juste faire un film, vraiment. Hein. C'est exactement, c'est drôle, hier, je finissais parce que il y a vraiment des pages que je pouvais même pas vous sortir des extraits parce que c'est tout relié, donc fallait décortiquer un petit peu. Mais c'est exactement ce que je me disais hier. Je dis, on pourrait, rien qu'avec les mémoires et quelques recherches, on pourrait clairement écrire un film ou créer des scénarios de romans ou de bandes dessinées également. Parce que ça, c'était un projet que j'aurais peut-être aimé faire. C'est une bande dessinée, tout simplement. C'est moins lourd et plus facile à illustrer pour un peu illustrer dans le travail des pionniers, des missions et aussi de la réalité des choses. Parce que la réalité est très erronée, je trouve, dans ce qu'on entend aujourd'hui.
Et avec mon collègue en Alberta, qui est encore plus bouillant que moi par rapport à ça, et ça l'agace énormément parce qu'on ne peut plus rien dire, mais les réalités sont très, très, très différentes. Et de faire comprendre aux gens ce que ça pouvait être, ou de leur dire de prendre des 19 charrettes et partir 2 mois et demi traverser dans les champs, dans la nature la plus complète. Il y a très peu de traces au sol. Bonne chance, là. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant, là. Donc, effectivement, là-dessus, il y a de la matière. On croise les doigts, peut-être qu'un jour, on va voir, peut-être les jeunes reprendront pour prendre des scénarios. Il y a de la matière. Il y en a plusieurs mémoires comme ça. Il y a plusieurs personnages qui ont fait des mémoires. Donc, Merci, Ouais, Alexandre. Je souhaiterais que tu nous envoies l'extrait. Il y a des personnes qui manifestent un intérêt à pouvoir lire. Donc, je vais essayer je vais essayer de le scanner. Mhm. Je vais juste en parler aux archives provinciales de l'Alberta pour voir si c'est correct. Vous allez voir, il y a des notes, il y a des écrits. Quelquefois, c'est une transcription. J'ai l'impression que c'est une personne un peu plus anglophone que francophone qui a transcrit. Donc, vous allez voir des mots Ah, anglais qui OK. s'incrustent. Ah, Mais OK. je peux vous faire la transcription. Parce qu'à un moment donné, j'hésitais même à le faire des podcasts, des enregistrements tout simplement radio. Donc, mais on va voir ça, on verra plus tard. D'accord, est-ce merci. qu'on sait pourquoi est-ce qu'elle a adopté deux jeunes filles? Euh, Pas réellement, elle en parle pas beaucoup. Elle parle pas elle est très peu émotionnelle dans ses écrits. Par contre, elle parle beaucoup. Tu sais, c'est dans la répétition et les choix qu'elle fait de ses idées qu'on va voir que les enfants, elle a toujours un aspect protecteur des enfants. On la voit tout le temps en train de parler. En toute situation, Marie est toujours avec elle. J'ai remarqué ça, ou quand elle n'est pas avec elle, elle les met, elle dit, les sœurs s'en occupent là, ou là, je l'ai renvoyée chez les parents à Saint-Jérôme pendant un certain temps et elle revient. Fait qu'il y a toujours une pensée très parentale, dans le fond, très paternelle, maternelle plutôt, envers Marie. Donc, le côté maternel est vraiment assez prononcé et très présent. Mais ce que j'entends aussi des anciens qui ont eu des parents où là aussi, elle était tout autant avec les enfants qu'elle élevait, comme qu'elle éduquait dans les écoles. Parce que les enfants, quelquefois, restaient toute la semaine avec eux, là. Ça dépendant de qui restait ou pas, hein. Donc, mais pourquoi on a peu d'indications sur Georgina? Il y a pas de. Quelquefois, je regarde, parce que quand je regarde les biographies d'autres historiens ou d'autres personnes qui la font, ils n'ont pas plus de matériel sur lequel ils écrivent. Donc, du coup, les archives restent toujours les mêmes. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller croiser les données, parce que ça, ces archives-là viennent d'un don des Oblats du Nord qui ont fait ce don-là, un don assez immense de tout l'ensemble des Oblats du Nord de l'Alberta et d'une partie de la Saskatchewan aux archives provinciales de l'Alberta. C'était avec Claude Roberto, l'archiviste Claude Roberto à l'époque. Et pour vous donner une idée, une petite anecdote amusante, les archives, on peut les valoriser financièrement, on peut faire des crédits d'impôt avec ça. Et les Oblats avaient demandé une analyse, et le crédit d'impôt de ce fonds-là, c'était je crois que c'était fin des années 90, début 2000, le crédit d'impôt était valorisé à plus d'1 milliard de dollars. Wow. Donc là, je vous donne pour vrai. Là, Claude Roberto, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une homologue qui est maintenant à émérite. Elle a fait donc elle a saigné une analyse d'archives, une analyse d'évaluation du fonds des Oblats à plus d'1 milliard de dollars. Donc ça vous donne un peu une idée. Donc ça, c'est un crédit qui continue pour les Oblats encore présents. Donc il y a pas mal de matériel. Donc il y a beaucoup de matériel dans les archives qu'aujourd'hui on n'a pas encore ouvert parce qu'il y en a tellement qu'il faut aller tout doucement les ouvrir. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourra découvrir plus tard sur elles. Ouais. Yeah. OK. Super, vraiment. Il y a d'autres questions? Ouais, moi j'en avais une en particulier. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais m'expliquer pourquoi autant de communautés religieuses sont arrivées au Canada, dans l'Ouest? Qui leur a demandé de venir? Parce que c'est pareil à Pontex, c'est pareil partout pour tous les pionniers de la Saskatchewan. Donc, j'arrive pas à comprendre, à trouver qui précisément leur a demandé de venir s'installer, d'occuper ces territoires-là. Ben, il y a deux aspects. D'un, on est dans une dimension à l'époque où on a des missions de colonisation dans l'ensemble des communautés religieuses, qu'elles soient surtout des communautés chrétiennes, mais il y en a aussi des missions de communauté,
colonisation et surtout d'évangélisation, pas d'évangélisation, mais même dans les autres communautés religieuses, même islamiques, ça existe. Là, à ce moment-là, les missions de colonisation amènent des personnes que tu n'es pas forcément obligé de rémunérer particulièrement et qui ont des compétences. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas la même dimension qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont dans le clergé. Les personnes à l'époque dans le clergé sont des personnes très instruites. On met le premier ou le deuxième enfant dans l'église parce que c'est des personnes qui vont être très instruites, très compétentes, qui certes vont avoir de la piété. C'est un grand luxe, c'est un honneur pour les familles d'avoir un enfant dans la prière. Donc là, à ce moment-là, leur travail était d'assurer un moyen d'éducation et des compétences intellectuelles qui puissent appuyer en fait les démarches des missions. Les missions ensuite, lorsque le Canada est arrivé, a été formé en 67. Donc on parle, parce qu'il était formé en 67, mais il faut attendre 3 ans pour avoir les dernières signatures et le temps de mettre en branle les programmes. Donc souvent on entend 70. Là, à ce moment-là, il y avait un travail de colonisation, étant donné que le Canada avait acheté des terres. Donc, à ce moment-là, avant le Canada, les terres du Nord et de l'Ouest, à part le BC, appartenaient, ça se nommait les terres de Rupert, c'est des terres privatives qui étaient exploitées pour des comptes particuliers. Et une grande partie a été rachetée. Et pour le Canada, l'Église est un moyen très facile pour pouvoir appuyer le démarche de colonisation et de mise en place d'une civilisation. On est dans une mentalité, bien sûr, occidentale, guidée par l'Église anglicane en premier, par la couronne britannique, mais le côté missionnaire n'a pas empêché la population francophone, qui à ce moment-là, d'ailleurs dans l'Ouest, se trouvait avant même le Canada déjà majoritaire, d'accroître la population. Donc là, à ce moment-là, on retrouve, et là on voit bien parce que tous les écrits, elle en parle un petit peu, Onésime, mais tout le monde en parle. On est sur une course contre la montre, c'est assez fulgurant. Comme vous voyez, dans 2 ans, les villes commencent à se développer. On pourrait même pas faire ça aujourd'hui. C'est assez impressionnant la quantité d'énergie qui a pu être mise en place. Mais on est dans des concours pour faire venir le plus de monde et le plus rapidement possible. Une communauté majoritaire est capable d'élire un gouvernement aussi. Hein. On est encore dans cette logique-là. Hein. Donc, il faut bien comprendre ça. Là, hein. On reste toujours ça n'a pas changé depuis la nuit des temps, au final. Hein. Donc c'est ça. Mais les missions étaient liées surtout à la compétence et des personnes et l'œuvre dans laquelle ils sont investis. Et tout le monde est organisé, la communauté, moins aujourd'hui, surtout depuis la Révolution tranquille des années 60, mais jusque dans les années 60, la religion était la communauté, l'Église était la communauté. Elle est toujours aujourd'hui dans beaucoup de communautés, mais moins, c'est différent. Elle a changé. C'est Donc, que ouais. les prêtres exerçaient un pouvoir local aussi à ce moment-là, vu que l'Église catholique était du côté catholique ou du côté anglican, vu que les églises étaient dominantes, l'Église se trouvait être au centre de la communauté ou du village ou de l'endroit où ça se trouvait. Alors, et comme le prêtre, comme Alexandre disait, était quand même une des personnes les plus instruites dans la place. Alors, quand le prêtre disait quelque chose, mais c'était la parole de Dieu. Et si tu n'écoutais pas le prêtre, tu risquais de t'en aller en enfer, d'après la mentalité de l'époque, si on veut. Et là, on est dans une dimension où l'Ouest est intéressant. Tu as des terres à vraiment pas cher, des acres à rien. Aujourd'hui, faudrait que je calcule ça, mais on doit probablement être dans une dimension que pour 100 pièces, tu as 1 hectare. Donc imagine, c'est fascinant. Bon, par contre, il faut le travailler, ton hectare, là. Mais surtout, dans certaines parties, il faut que tu enlèves les pierres, là. Mais à la main. Mais c'est quand même pas cher, donc on se retrouve devant un attrait considérable pour des zones où à l'est, c'est un peu bouché, c'est difficile d'avoir du travail. Le travail, comme on l'avait vu avec les Garés, il gagnait pas sa pitance, ni même dans la façade atlantique du côté américain. Il était aussi allé à New York. C'était trop difficile. Par contre, là, dans l'Ouest, c'est intéressant. Tu peux vraiment te développer et plus rapidement. Et d'ailleurs, c'est un aspect qui est toujours présent encore. Hein. Je veux dire, c'est pas, même encore aujourd'hui, on l'entend souvent dans le développement de nos professionnels. L'autre chose aussi, c'est qu'on envoie des personnes de l'Europe hein, aussi. C'est des nouvelles terres à pouvoir défricher
Donc, c'est vraiment des lieux agréables. Si tu as des personnes qui viennent s'établir, il faut absolument qu'il y ait l'église derrière. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Et ça l'est encore aujourd'hui. On voit beaucoup, j'entends beaucoup dans les pays d'Afrique, je regarde beaucoup quelquefois les congrégations, ils s'établissent beaucoup là-bas, encore énormément en Amérique du Sud. C'est des terres d'évangélisation très, très fortes pour l'Église encore aujourd'hui. L'Asie du Sud, énormément. Ces 3 zones-là, on en entend beaucoup parler encore aujourd'hui. Donc oui, donc ça accompagne un ensemble de services. Oublie pas qu'on est dans des hôpitaux. Elle parle à un moment donné, donc c'est pas le monsieur le père qui a reçu une balle, mais c'était un autre qui était tombé d'un toit et au final il arrive à l'hôpital. L'hôpital n'a pas pu le servir, a dû le mettre dehors et puis par manque de place et tout, et il est mort le lendemain. Fait qu'on est dans une situation où ceux qui font les œuvres d'hôpital, ceux qui ont la connaissance pour donner les services médicaux, ben c'est les sœurs. Donc chaque congrégation a des spécialités, a une spécialisation ou plusieurs spécialisations. D'ailleurs, elle en parle aussi à un moment donné où Monseigneur Grandin demande à faire Monseigneur Lacombe demande à faire revenir un enfant à Saint-Albert aux nouvelles sœurs, je ne sais plus lesquelles c'est, et les sœurs, elles refusent. Elles disent non, c'est pas notre job, carrément. Et en fait, c'est du coup Onésime qui dit ben moi je vais le faire. Donc tu vois, on est vraiment dans un travail, c'est très très bien organisé. L'Église est extrêmement bien organisée pour l'établissement. Et je le dis souvent au niveau d'ailleurs des archives, je dis souvent ça, ils sont tellement bien organisés qu'ils ont 2000 ans de pratique en termes de consignement. Donc c'est très très intéressant. C'est super bien organisé. Après, qu'on n'approuve ou pas l'émission, ça n'empêche que sans ça, on aurait peu de témoignages de l'époque, quoi. Yeah. Super. OK, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Vraiment, c'était super. J'espère que pour vous aussi, ça a été un bon moment de partage. OK, on va se dire à la prochaine et bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Bye. Bye. Au revoir. Bye. Vraiment bon. Au revoir. Vraiment. Merci. Merci.